Je résous ce problème en Julia B1, B2, B3. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai besoin de variables en plus? J'ai des variables. Que pensez-vous? Comment on va raisonner à partir de là? Comment je vais lui dire? Comment lui dire qu'on veut 85 écoliers? Une contrainte. J'ai B1 fois 50, parce que dans B1, une contrainte de volume, du nombre de personnes, plus B2 fois 30, plus B3 fois 40, supérieur ou égal au nombre d'écoliers. Qu'est-ce que j'ai oublié pour B1? Inférieur ou égal à 1. J'ai un seul bus de 50, d'accord? Ouais. Pour B2, inférieur ou égal à 3, parce que j'ai 3 bus de 30, d'accord? Et B3 inférieur ou égal à 2. Qu'est-ce que je veux optimiser ici? D'abord, peut-être c'est plus simple. Objectif. Oui. Objectif M. Min. M majuscule. Qu'est-ce que j'ai? 1700 X1. Il me semble qu'il peut y avoir un problème là. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre l'étoile, mais ça peut générer un problème. Plus 1000 fois B2. Pourquoi j'ai mis B? C'est B1 et B2, oui. Plus 1200 fois B3. Tac, tac. Est-ce que c'est bon? Optimize. M. Et println. Le coût. Voilà, j'écris comme ça. Coût à payer. Objective value de M. Ce petit programme devrait résoudre la question. Que pensez-vous? Regardez, jetez un dernier coup d'œil. Est-ce que ça modélise tout? Moi, j'ouvre la console à côté, mais excusez-moi, je vous laisse réfléchir. Dites-moi, est-ce que ça modélise tout? Et ici, je démarre. J'ai déjà démarré Julia, mais le problème, c'est que pour la première exécution, il va prendre beaucoup de temps. Donc, le temps qu'il réfléchit, jetez un dernier coup d'œil. Est-ce qu'on a tout fait? Et là, il essaie d'exécuter en haut, dans ce petit terminal. Il m'a donné un coup qui m'étonne. On avait trouvé de notre tête que c'était 3200, on avait dit. Et lui, il a trouvé 3100. Je sais pas ce qu'il a pu faire. Peut-être il y a une erreur de notre part. Il a peut-être pris des B négatifs. Bonne observation. Il a peut-être pris des valeurs de B négatif. Pour empêcher ça, je mets un 0 inférieur ou égal ici. Bonne observation. Et j'exécute encore une fois. Et là, il est là à 3200. Mais integer, ça voulait pas dire déjà... Non. Non, c'est entier. Ça peut être négatif entier. D'accord? Donc, on a modélisé ce problème. Je passe à une deuxième version du problème. Qu'est-ce que j'ai ici? En plus du coût fixe C, le coût fixe par bus, comprenez? Je considère que chaque bus, donc, ouais, chaque bus, il a un coût fixe que j'appelle ici C. Que se passe-t-il si en plus du coût fixe, on ajoute
un coût de 1% par écolier transporté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si le premier bus il me coûte 1700 comme coût fixe, le transporteur il me facture 1700 déjà pour affecter le bus à mon école, mais il va me facturer encore 17 € pour chaque écolier que je mets dans le bus. Donc si dans un bus de 50 places je mets un seul écolier, je vais payer 1717. Si je mets 2 écoliers dans le bus, je paye 1734. Et si je mets dans le bus 50 écoliers, je paye 1700 plus 50 fois 17. Là, le problème se complique. Donc, je laisse les données ici en haut. Pardon. Mais le problème se complique parce que je dois à partir de là lui dire combien d'écoles je mets dans chaque bus. Pas seulement le nombre de bus que j'ai, mais combien j'en ai dans chaque bus. 3 variables supplémentaires. Oui. Donc en plus de le nombre, j'ai ça. J'ai 3 variables que j'appelle x1, x2, x3 pour le nombre d'écoliers dans chaque type de bus. Et par exemple, si je prends 2 bus de 30, je peux dire que je mets 45 écoliers dans 2 bus de 30. L'objectif reste le même. Mais voilà, comment on va lui dire qu'on veut 85 écoliers? Je vais raisonner d'une autre manière. Au lieu de faire ça, je vais lui dire x1 plus x2 plus x3 égale à 95. Et après, qu'est-ce que je vais avoir? Que pensez-vous si je dis x1 inférieur ou égal à 50 fois b1? Qu'est-ce que ça me dit ça? Donc B1 c'est le nombre de bus 1 qu'on a pris. Au maximum 50. D'accord. Si je prends 0 bus de type B1, je vais avoir x1 égale 0. Ça veut dire 0 écolier dans le premier bus, d'accord? D'accord? C'est assez clair, je pense. Pareil pour x2, x3, mais qu'est-ce que j'ai ici? Au lieu de 50, c'est 30 et après 40. La fonction à minimiser. Au lieu de minimiser le coût fixe pour les bus, je vais ajouter 17x1, vous comprenez? x1, c'est le nombre d'écoliers dans les bus du premier type. Plus 10 fois x2, plus 40, non, plus 12 fois x3. Tac, tac, tac. J'aurai un coût à payer, mais je vais afficher chaque variable par la suite. Je vais dire bus, virgule, bus 1, si vous voulez. J'écris comme ça, nombre de bus 1, virgule B1, avec x1, comprenez? Écolier. Et après, comment je vais faire? Je mets 1, 2, 3. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? 2, 3, pardon. Ça a l'air d'être plus ou moins correct, vous me suivez? Et je croise les doigts, on va voir ce qu'il me dit. Mais vous comprenez qu'à partir de là, le problème il est déjà plus délicat à résoudre de tête. Erreur. Comme je vous aime. À la ligne 9, ce
C'est comme ça que vous regardez. Ça fait partie du processus pédagogique. Ligne 9. Le nom du fichier, 2.9. X100 undefined. 1. Oui. X100 pas défini. On va déclarer les variables. Je n'ai pas déclaré les variables. Je copie ça. Et je mets à la place de B1, B2, B3. Oh. Ok, il m'a donné ce prix-là et j'ai mal tapé ici. J'ai mis B1, B2. Qu'est-ce qu'il fallait mettre? Value. Value ici. Et ici. Pardon. Tac. B1. Voilà ce qu'il a fait. Je pense les mêmes BIOS. Et comme on pouvait s'attendre. Ok, il a rempli les deux BIOS. Ces deux BIOS-là, à 30 places à 1000 euros, il les a remplis. Regardez ça. Et dans le seul BIOS, parce qu'il y a un seul, à 40 places, il a mis 35 écoliers. Et pour que ça soit plus joli, vous mettez int comme ça. Parce qu'il m'affiche un nombre fractionnaire d'écoliers. Vous voyez? Bon. Un affichage plus joli, c'est toujours sympa. Quelques espaces. Un espace ici. Et une valeur entière comme ça. int majuscule. Et je relance. Voilà, il m'a donné la solution, je pense. Ok, on lui fait confiance. Des fois, il faut ici... Il y a un problème. Si vous pouvez écrire l'objectif comme ça, il me semble, mais de mémoire, il y avait un problème si j'écris comme ça. Non, c'est bon. Pas besoin de virgule. D'étoile ici. Si vous voulez vérifier toujours un modèle avant de dire que c'est bon, comment je peux vérifier? Je me pose comme question, si jamais je diminue de beaucoup le coût par écolier du premier bus, est-ce que ça change quelque chose? Ah, ouais. Si le prix de chaque écolier dans le premier bus c'est de 1 euro par écolier, il a pris le premier bus, il a mis 50 écoliers dedans, et il a mis 45 écoliers dans le deuxième type de bus. C'est une vérification de la chose et il a gagné dans ces conditions 20 euros. Donc je répète, au lieu de payer 17 euros par écolier transporté par le premier bus, si je paye 1 euro, il arrive à optimiser. Donc vous comprenez, à partir de là, une petite évolution des prix, et mine de rien, même un problème de cette nature, qui peut se poser dans la vie de tous les jours pour diverses écoles, n'est pas si facile que ça à résoudre, d'accord? Voilà le code tout entier. Je vous laisse regarder un peu, que pensez-vous? Gardez en tête cette trame pour tout problème où on n'a pas besoin de tableau. D'accord? Pensez-vous de ce problème? Ici, j'utilise une somme. Je maximise CIXI. Sous la contrainte somme de AIXI.
inférieur ou égal à B. C'est quoi ce problème déjà? C'est? Est-ce que vous voyez tout le monde? C'est le sac à dos. Je maximise le bénéfice. Chaque article I me rapporte un bénéfice ici de CI. Et chaque article, il a un poids de AI. La capacité de mon sac à dos, c'est B. Chaque article, soit je le prends ou pas. Je n'ai pas de multiples copies de chaque article. Donc là, je vais résoudre ce problème sur ces données-là. D'abord. Mais là, je commence à utiliser des tableaux sous Julia. Donc à partir de là, que des tableaux. Ok. Je me lance, c'est bon. Vous avez capté ça? Ok. Voilà, vous avez les... Ok. Je vais travailler dans ce petit fichier. Et j'appelle slide46.jl. Using. Ça on connaît. Using glpk. M égale model.opti... non. Model... Optimizer. Ok. J'ai un article. N égale 5 articles. 4. Ici pour ce problème. D'accord? 4 articles. Vous voyez, vous avez les données en bas. Ok. Comment je vais faire? Je vais tout simplement écrire ça. Ça, c'est les poids. B égale 6. C, c'est les profits. J'écris tout simplement 44, 30, 20, 15. Tac, 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 tac. J'ai pas donné la solution GLPK pour le problème précédent parce que c'est quand même très simple s'il n'y a pas de tableau. J'ai donné des solutions GLPK pour ce type de problème. Vous prenez le même modèle. C'est facile. Ok, et après, comment je vais dire? Je vais dire variable M X. C'est comme ça que je donne la plage dans 10 pour X. De 1 à N, binary, BIN. Objective. M max somme de CI fois X. I for I in 1 à N. Tac, tac. Objectif. Constraint. Contrainte. Une seule. M, virgule, somme de. Pareil. AI fois XI. For I in. Tac. Pareil. Inférieur ou égal à B. C'est ça? Le fameux optimize. M. Et après, println obj égale virgule objective value de M. Et la sélection des articles, je peux l'afficher avec X égale virgule value point. Pas value de X. Value point, il va calculer là quand vous avez un opérateur point. En Julia, même MATLAB, ça veut dire que le même opérateur qui a comme but d'extraire une valeur va être appliqué à chaque élément d'un tableau. Donc quand vous avez un machin point, vous avez un tableau derrière. C'est ça la différence. Donc là, sauf erreur de ma part, ça modélise ce problème. D'accord. Je croise les doigts et je exécute. J'exécute ici slide 46. Il a pris les 3 derniers articles qui vont avoir un coût de 6. Ok. Quand je dis un coût, excusez-moi, un poids de 6.
et ça va rapporter un objectif de 65. C'est bon? Bon. Une question intéressante à se poser. Comment on va comparer ce modèle avec sa relaxation linéaire, juste pour avoir une idée? Qu'est-ce que je veux dire par là? J'enlève le O au lieu de bin, je mets rien, mais je fais quand même attention que chaque x est entre 0 et 1. Si je mets rien derrière une variable, pour lui, c'est n'importe quelle valeur réelle de moins infini à plus infini. Ok? Donc tout à l'heure, j'avais une solution de 65 où je prends les 3 derniers articles. J'exécute encore une fois. Vous voyez, la solution a beaucoup changé. Et c'est normal, je gagne encore plus, parce que là, je peux prendre des valeurs fractionnaires. Et il a pris une valeur fractionnaire du deuxième article. C'est ça la relaxation linéaire. Bon. Des questions, des remarques, regardez ce code. Des questions, des interrogations. Je vais essayer de faire vite sa version GLPK. Comment je vais faire? Je vais peut-être je vais ouvrir un fichier qui s'appelle slide 46.mode. Ok. Ici, je vais avoir un paramètre n qui est entier. J'écris comme ça. J'essaie de faire assez vite pour. Après, je vais avoir un paramètre a. Ouais, c'est un peu plus dur, qui est indexé comme ça, avec les indices de 1 à n, toujours integer. Pareil, un paramètre c qui fait pareil. Et un paramètre b, la capacité integer. Var x de 1 à n, binary. Maximize obj de points, somme i in, tac, la même objectif, ci fois xi. Subject to, poids max si vous voulez. Vous pouvez aussi écrire s.t. Poids max, vous comprenez? Une somme similaire pour poids max, sauf que je vais avoir somme de AI xi inférieure ou égale à b. Solve, display obj, et si je veux afficher les choses, je vais faire un for comme ça. Et là, je vais dire printf. Vous vous rappelez, on a déjà fait ça une fois. Pourcentage G, ça affiche sympa. X, I. Comme ça. Data. Et là, j'ajoute les données. Bon, param n 2 points égale 4 ici. Param b 2 points égale 6. Et là, param a 2 points égale. C'est comme ça qu'on donne les paramètres pour vrai. Indice 1, valeur 4. Indice 2, valeur 3. Indice 3, valeur 2. Indice 4, valeur 1. C'est ces valeurs-là. Pardon. Tac. Et pareil pour C. Sauf que les valeurs pour C, ça va être 44, 30, 20, 15. Que pensez-vous? Jetez un coup d'œil. Que pensez-vous? J'ai oublié quelque chose. Je fais glp sol-m. Je fais un peu plus vite parce que vous êtes moins nombreux à vouloir utiliser ce langage.
il m'a trouvé une solution de 65 et la sélection des articles est donnée par cet affichage-là. Il a pris les 3 derniers. Ouais. Comme ça, vous avez vu la solution du problème de sac à dos. Et j'utilise des tableaux. Oui. J'ai une question par rapport au script de Julien. Oui. Lorsqu'on fait la fonction int pour une valeur avec la truc, Oui. c'est le nombre entre la virgule il est infini, et la fiche une erreur. Et la dernière fois, on a dit on implique l'astuce pour Round peut-être. les rounds. Round. Donc, si vous êtes sous Julia, l'avantage c'est que j'ai x égale 2,9 et je peux écrire round x. Il a fait ça. Si je mets int de round x, il me renvoie 3. Et je pense qu'il doit y avoir floor. Floor en anglais ça veut dire plancher. Vous voyez, il a x est 2,9. Floor, il a fait la valeur entière vers le bas. Et ceiling, qui veut dire plafond. Donc vous avez 3 manières d'arrondir. Ça c'est toujours vers le bas. Ça c'est toujours vers le haut. Ça c'est vers la valeur entière la plus proche. Ok. D'autres questions, remarques? C'est bon? Je peux soit faire une pause, mais c'est trop tôt. On peut corriger le TP. Enfin, l'exercice. Enfin, j'ai une question sur l'exercice des valides. Je sais pas forcément. Oui, on va le faire. C'est sûr qu'on va le faire. Laissez-moi regarder dans quel ordre faire. Tac, 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 tac. Je vais chercher après. Merci. Tac, tac, tac. Oui, je vais le faire, mais je préfère d'abord étudier encore un autre problème avec vous. Et je ne vais pas partir sans faire le TP. Le problème du stable max. Regardez. Vous avez des individus qui veulent travailler ensemble. Ici, chaque arête indique que 2 individus se détestent. Mon objectif, c'est de faire une équipe, si possible une équipe de foot, de 11, je ne peux pas, mais je veux calculer l'équipe la plus nombreuse qui ne contient pas 2 personnes qui se détestent. Ça veut dire, ça c'est le problème du stable max. C'est quoi le stable? Vous voyez Chloé, Daniel, Françoise et Edouard, que j'ai souligné, ok? Cette équipe-là, il n'y a pas une seule arête entre 2 individus de cette équipe. Ça veut dire que c'est un stable du graphe en langage technique, et dans un langage qui concerne la vie de tous les jours, il n'y a pas de détestation entre 2 personnes de ce groupe. Et pour ce problème, il me semble que c'est le stable max, c'est sûr. Un autre stable, mais il n'est pas maximal, serait de prendre ces 3 gars. Pardon, 2. J'ai bien compris la signification de l'arête. Alors, l'arête entre Anne et Daniel signifie que Anne et Daniel se détestent, c'est ça? Oui. Ok. Donc, je ne peux pas faire une équipe, par exemple, avec ces 3 personnes. Parce que je vais me retrouver dans mon équipe avec des personnes qui se détestent mutuellement. Mais je peux prendre pardonnez-moi l'expression, les gars ou les personnes en bleu. Il n'y a pas parmi ces personnes 2 qui se détestent mutuellement. Il n'y a pas d'arrêt entre.
Donc l'objectif de ce problème, c'est de trouver une équipe maximale avec des gens qui ne se détestent pas. Okay. Ce qui est un peu plus délicat ici, c'est que on aura besoin d'une structure de graphe bidimensionnelle, un peu comme pour le problème des valises. Donc on a, parce que pourquoi? Pour stocker le fait que deux personnes se détestent, on a besoin de I et J. Vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin d'une matrice. J'avoue que. Pourquoi on a besoin d'une arrêté? Pourquoi on a besoin de deux dimensions? Pourquoi être dans la même société? Parce que pour chaque deux individus, je dois avoir un 0 s'ils ne se détestent pas, ou un 1 s'il y a une arête. D'accord, donc pour pouvoir les séparer, il faut deux coordonnées. Oui, pour pouvoir, il faut deux coordonnées pour représenter ces relations mutuelles. Chaque arête concerne deux individus. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez tous compris l'idée? Donc on a, je peux répéter, on a un ensemble d'individus. Entre n'importe quel deux individus, je dois avoir une valeur 0 ou 1. Si je mets 0 entre Anne et Daniel, il n'y a pas d'arête. Ils ne se détestent pas. Si je mets un 1 entre Anne et Daniel, ils se détestent. La solution que je veux afficher ne doit pas contenir d'arête. Je formalise le problème déjà d'une manière plus mathématique. Comment on dit? D'une manière mathématique. On a un graphe. Vous avez déjà fait une séance avec Cédric Bent sur les graphes qu'on formalise mathématique, non? Un ensemble de sommets que j'appelle V et un ensemble d'arêtes que j'appelle E. C'est quoi un stable de G? Un sous-ensemble S de V, si vous voulez, tel que, quel que soit U et V dans S, il n'y a pas d'arête de U à V. Ou selon le formalisme mathématique, UV, ce n'est pas une arête. L'objectif, trouver le stable de taille max. J'écris, je maximise ça, donc pour chaque sommet V, pour chaque petit V, j'ai un XV binaire. Et après, je dois... Quelle est ma contrainte principale? Si j'ai deux gars reliés par une arête, ou si j'ai deux gars qui se détestent, ils ne peuvent pas faire partir de l'équipe ensemble. J'écris comme ça. Quelle que soit l'arête UV, quel que soit deux individus U et V qui se détestent, XU plus XV inférieur ou égal à 1. Vous suivez? Et XV, c'est binaire pour n'importe quel V. Ah oui, inférieur à 1, c'est-à-dire c'est soit 0, soit 1. Oui, soit je le prends, soit je ne le prends pas. Et quand vous avez XU plus XV inférieur ou égal à 1, c'est clair que je ne peux pas affecter la valeur 1 au 2. Donc du coup, une solution qui respecte cette contrainte-là sera toujours instable. J'aurai besoin de deux dimensions pour stocker ces relations-là, les arêtes, parce qu'une arête concerne deux variables, deux indices. Mais pour stocker X, c'est un tableau comme tout à l'heure. Je vous laisse regarder un peu. Je continue. Voilà comment on va écrire en Julia. J'utilise les slides pour aller un peu plus vite. Parce que ça, vous connaissez, ça, vous avez compris, je pense. Ça,
C'est un exemple, je vais modifier. Si j'écris ça en Julia, il va me générer de manière aléatoire une matrice de taille n fois n, où elle va mettre que des 0 ou que des 1. Si j'écris ça, ça veut dire que pour chaque i, il va mettre 0 sur la diagonale. 0 sur la diagonale pour dire qu'un individu ne se déteste pas lui-même. Parce que si jamais j'ai des gens qui se détestent soi-même, rien que ça, c'est une solution non réalisable. Et là, je définis ma variable. Ok, je vais faire tourner ça bientôt, mais j'introduis le programme un peu plus vite. Si je tape tous les programmes, c'est quand même trop long. Comment ça va aller par la suite? Objective. M, max, vous l'avez déjà vu. Je maximise somme de xv pour v de 1 à n. Oui, si je reviens en arrière, c'est ma manière d'écrire ça. La manière Julia d'exprimer cet objectif de maximisation, on écrit ça. Après, pour chaque u et v, if, s'il se déteste, parce que dans la matrice de contrainte C, c'est 1, j'ajoute la fameuse contrainte xu plus xv inférieur ou égal à 1. Ça, c'est une manière de l'écrire. Donc, c'est une fonctionnalité du langage. Une autre manière de l'écrire, pour que vous ne soyez pas pénalisé si vous l'utilisez, une autre manière de dire la même chose, c'est écrit ici en commentaire. Le modèle, pour chaque U et chaque V dans la plage d'indice, point virgule, si jamais il y a une arête, on installe cette contrainte-là, la même. Donc ce truc en vert, c'est la même chose que ça, mais en une seule ligne. Vous pouvez implémenter ce type de contrainte de cette manière. Et si on pose une question à un moteur d'IA, il peut y avoir encore d'autres manières de le faire, mais ce ne sont pas autorisées pour le TP-noté. On optimise et j'affiche la valeur objective de M. D'accord? Et ici, pourquoi je mets value point? On l'applique à un vecteur et int pour... oui. Je vais chercher le code dans mon... Donc, j'ai ce programme qui résout le problème du stable max pour n égale 40. Ok. Ça, c'est généré, la matrice de contraintes est générée automatiquement. Qu'est-ce qui se passe si à partir de 40, je mets 100? Et je relance le même programme. Est-ce que vous voyez qu'il commence à travailler? Je peux mettre ici time. Il a pris 3 secondes. Je reviens à 40. La différence est visible. Je mets 200. Là, j'ai eu déjà 3-4 secondes. Et là, on peut faire de toute façon un peu de concurrence entre les solveurs, si vous voulez. Je ne suis pas capable d'estimer combien de temps il va mettre. Vous comprenez? Il a du mal à réfléchir, j'essaie de l'arrêter.
Je reviens avec 100, c'était 3 secondes. Il ne veut même pas s'arrêter. Bon. Pourquoi je vous parle de ça? Donc, je reviens au problème que je veux résoudre, c'est ça. On l'a déjà étudié, ok. Est-ce que vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé des coupes, ok, qui ont un impact sur la zone réalisable fractionnaire. Pour le problème du stable max, je peux générer certaines coupes qui peuvent aider. Parce que qu'est-ce que j'ai ici? Si j'ai une arête UV, XU plus XV inférieur ou égal à 1. Que se passe-t-il si j'ai un triangle de personnes qui se détestent? Que va se passer-t-il? Donc, disons que les personnes A, B, C se détestent. Écrit comme ça, je lui ai dit A plus B inférieur ou égal à 1. Oui, B plus C inférieur ou égal à 1 et A plus C inférieur ou égal à 1. Quand il calcule la relaxation linéaire, il va se permettre de trouver une solution, par exemple A égale B égale C égale 0,5. Pour lui, ça c'est une solution réalisable pour la relaxation linéaire. Et moi, j'ai intérêt à diminuer la zone réalisable de la relaxation linéaire, d'accord? Si jamais, quand j'ai ça, au lieu de tout ça, en fait, je laisse ça dans mon programme, mais j'ai le droit d'ajouter si j'ai un triangle. C'est pas un triangle amoureux, c'est l'inverse. Un triangle de détestation. Si j'ajoute A plus B plus C inférieur ou égal à 1, ça va me couper ce point-là. Donc ça veut dire que la zone réalisable de mon problème va être plus petite. D'accord? Voilà. Finalement, il a réussi. Donc je reviens déjà pour ici j'ai 100. Donc celui-là, il est arrivé en 3 secondes. C'est la première fois que je fais ce test de ma vie. Ok, j'ai ça. Un petit détour, juste pour la curiosité. CBS, CBC. CBC, je lui donne strictement le même problème. Parce que c'est les mêmes données. Peut-être qu'il charge d'abord CBC. En théorie, il devrait être plus rapide, CBC. Qu'est-ce qu'il fait par là? CBC, il branch and bound, donc vous comprenez que je ne vous ai pas parlé de des choses qui n'existent pas. Voilà, continuous objective value. Ça veut dire qu'il a résolu la relaxation linéaire, d'accord? Après, quand il dit tighten bounds, borne serrée, des lignes renforcées, c'est très probablement des choses comme les coupes que je vous ai montrées tout à l'heure, que j'ai renforcées parce que je prenais les parties entières. Donc il a balancé dans le modèle de beaucoup de choses. Bon, si une usine à gaz, vous vous en doutez, je ne peux pas aborder ça d'une manière détaillée, mais bon, il fait des branches. Cut generator, générateur de coupe. Si vous voulez, les coupes que je vous ai présentées, moi, c'est des coupes Gomori, si vous voulez. Si vous cherchez sur Internet coupe Gomori, c'est ce principe-là. Je prends une contrainte et je prends la partie entière de chaque coefficient. Ça s'appelle... Mais après, en plus de ça, il y a d'autres contraintes, donc d'autres types de coupes que les chercheurs ont inventés. Et CBC, il a tout mis dedans. À ma grande surprise, je pense qu'il a mis un peu trop de choses. CBC, il a pris 42 secondes. Ne posez pas de questions, s'il vous plaît, c'est pas moi qui a fait ces solvers. C'est possible. Ça prend une dizaine de secondes la première fois. Ça justifie ça pas 45. Donc je relance quand même. Peut-être, mais il va gagner pas plus de 10 secondes, selon mon expérience.
Ah, je l'ai pas. Mais oui, j'aurais pu essayer. Si c'est pas trop dur, dès que je fais une pause, je vais l'installer. Dès que je le lance. Oui, vous voyez déjà. Il prend du temps. Beaucoup quand même. Je l'avais en gel 34 secondes. Il a gagné 10 secondes. Et là, j'essaie d'introduire ce que je viens de vous dire, les triangles. Voilà comment je vais faire. Je laisse tout ça en place. Donc, si vous voulez, je laisse rester juste pour voir l'impact. Et je vais faire, pour faire simple, UV W. Tac. Si j'ai ça, par contre, ça risque d'exploser ici le nombre. Je vais approcher le problème avec précaution. 30. Si j'ai ça, and, c'est... oui. De mémoire, Julia est malin. Il sait faire ça. Pardonnez-moi si jamais je me trompe. Mais il sait faire beaucoup de choses. Laissez-moi mettre 10. Je vais voir les différences. Ok, ça a marché. Là, je passe à 20. Ok, je passe à 30. Ok, et je passe à 40. Il me l'a fait en 0,47 secondes. Je mets en commentaire ces coupes-là. Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé GLPK. Mais laissez-moi aller à 60, je sais pas, 60... je l'aimais pas. Ok, vous avez vu, et là je l'aimais. Non, ça aide pas GLPK. Ok. Est-ce que, mais ça peut aider CBC, on ne sait jamais. Comme c'était déjà pas trop rapide, laissez-moi essayer avec 40, avec mes coupes à moi. 0,36. Et j'enlève mes coupes. Pareil. Je pense qu'il les génère lui-même aussi. Oui. Une question. Alors là, avec la contrainte des triangles, Oui. dans la contrainte, si on ne veut pas rajouter Ah oui, bien sûr, excusez-moi, mea culpa. Bien sûr. Oui, oui. J'ai oublié, bien sûr, XW. Essentiel. Ok, 40. 40 avec GLPK. Donc, ça, je les coupe. 0,5. Je mets un commentaire ici, d'accord? Je ne l'ai plus. Ça aide pas. CBC. 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 Ok. Bon. Mais vous comprenez, il y a un impact. Ici, l'impact est négatif. D'après mes expériences passées, je peux regarder après la pause. Si la matrice est encore plus dense, on peut faire un test après la pause. Ouais. Parce qu'imaginez, si je lui dis ça, tout le monde se déteste. J'ai que des 1 partout. Ouais, donc... ouais, même dans ce cas-là, c'est presque théoriquement possible. Si tout le monde se déteste, la relaxation linéaire va être 0,5 tout le monde. Si je ne mets pas cette contrainte-là. Vous comprenez?
tout le monde se déteste. Hein? Donc la valeur objective de mon programme originel, ça va être 1. Je ne peux pas prendre 2 individus. Et la valeur de la relaxation est très 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 éloignée parce qu'il va se permettre de mettre la valeur 0,5 à tout le monde. Alors que si je mets la coupe, il va mettre 0,3 à tout le monde. Vous voyez, c'est la différence. Donc déjà, on va regarder ça. Là, je suis sous GLPK. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il n'a pas compris que c'est une plage ici. Pardon, excusez-moi. « 9 secondes. » Vous voyez, le problème, il est déjà beaucoup plus difficile. Même s'il s'agit de 1, le problème, il est beaucoup plus difficile. Je mets 30. 1,4. Je mets 20. 0,24. Et là, j'enlève 0,10. Ah, bizarre. Je n'ai pas gagné. Peut-être pour 40. Oui, pas de différence. Pourquoi? Dites-moi. De base, avec une masse symétrique et qu'on prend que le triangulaire supérieur, c'est pas plus vite en termes d'exécution. C'est possible. Donc je pense que bon, ça aide pas beaucoup. Mais je pense que vous allez voir une différence avec CBC. Une différence qu'on va voir, c'est sûr, parce que lui, il affiche la valeur de la relaxation. Je mets 10. Ok. Bon, il est rapide. Continue, la valeur objective continue, pour lui, c'est de 5. Comme je l'ai dit, j'ai 10 sommets, et il se permet de mettre 0,5 à tout le monde. Et si j'ajoute ça, la valeur objective, c'est 30,33, d'accord? Il ne se permet plus à mettre 0,5 à tout le monde. Donc, même si c'est clair et même si vous voyez, grâce à ce fait-là, que au moins à la racine de l'arbre de branching, il a une meilleure borne, voilà que tout compte fait. Étant donné toutes les autres choses qu'il fait derrière, pour les solveurs, l'interaction entre les différentes composantes les différentes composantes qui s'ajoutent à la méthode générale font que c'est assez difficile pour nous d'anticiper. Ouais, si ça aide ou pas, parce que ouais, c'est bon, des questions, des remarques. On fait une pause. La valeur objective égale à 4. Au début, oui. Au début, c'était une valeur objective de 4, oui. N égale à 40. Alors là, sous 4, ça signifie quoi exactement? 4, je peux prendre... Pardon, 4, ça signifie qu'on a trouvé 4 stables? Non, 4 personnes qui ne se détestent pas. La valeur objective. Donc, il s'appelle HIGHS à notre solveur. Je mets 50, 0,24 et je mets GLPK 0,20. Bon, comparable. Vous comprenez? Et dans les deux cas, je n'avais pas ajouté cette contrainte-là, mais vous avez vu, c'est pas révolutionnaire. Okay. Donc, dans le dernier TP, on avait je cherche le sujet. Il y avait le sujet avec les valises, vous vous rappelez? J'ai plusieurs versions, mais
on se focalise sur cette question. Est-ce que tout le monde se rappelle? Je peux faire une petite pause. Donc, j'ai 16 articles à mettre dans les valises pour prendre un vol. J'ai 2 passagers. Si vous voulez, le premier passager, il a le droit à cette valise-là et à cette valise-là, 20 ou 30, ça ou ça. Donc, grosso modo, si vous voulez, j'ai le droit à 2 valises de 20 et à 2 valises de 30. Vous me suivez? Je veux minimiser le coût. Donc, faites une pause si vous êtes à distance, mais dites-moi, est-ce que je peux m'en sortir? Quel est le coût minimal déjà, à votre avis, comme ça? Donc, il faut payer 20 € pour une valise de 20 et 30 pour une valise de 30. C'est la Air France, disons, la compagnie aérienne qui facture comme ça. Qu'est-ce qu'on va mettre pour transporter ça? Est-ce qu'on peut quel est le prix minimal? Pourquoi? 50, pourquoi? On ne peut pas répartir de façon à avoir 20, même si la somme fait 40. La somme fait 40. Pour pouvoir s'en sortir avec 2 valises de 20 et payer 40 €, il faut... D'accord, il faut quoi? Il faut que ça rentre dans les 2 valises avec une marge de 0. Il faut remplir complètement 2 valises de 20. Et j'ai pas de moyen de répartir les 40 kilos pour que ça fasse 20 plus 20. Ok? Donc du coup, je peux pas partir avec... je peux pas m'en sortir avec... Il faut 3 valises. Soit il faut 3 valises. Une valise de 2... Parce qu'on n'a que 2 passagers, on n'a pas le droit à plus que 2 valises, on est d'accord? Non. Donc, on ne peut même pas avoir le droit à 3 valises de 20. Mais, on a ça. Donc, si c'était à vous de remplir ça, ok, il y a beaucoup de solutions réalisables. Parce que vous pouvez, par exemple, mettre ces 3-là. Ok, donc ça, c'est 17 kilos dans une valise de 20. Ces 2-là dans une valise de 30. Bon, la plus difficile question, c'est comment on va modéliser ça par un programme mathématique. Donc, je vais faire que le début, après je vous laisse peut-être compléter, parce que je ne sais pas si on aura le temps de faire ce soir du TP, mais le début de ce problème-là, c'est un peu dur, parce qu'il faut qu'on définisse les variables qui sont bidimensionnelles, ce qu'on n'a pas encore trop fait. Donc, voilà, j'ouvre un fichier qui s'appelle les valises, je l'appelle comme ça, problème des valises, d'accord, vous allez le retrouver en ligne. Using J, voilà, pour faire plaisir à votre collègue, j'utilise ça, et après je dois écrire M égale modèle point, modèle point optimize. Ok. Après, j'ai besoin d'une variable bidimensionnelle x ici. Donc, j'ai une variable, en fait, je vais avoir 4 lignes et 5 colonnes. Comment j'avais fait pour les autres fichiers que j'ai fait avec vous quand j'avais des tableaux simples? Je regarde ça. Pardon. Pour des tableaux simples, j'avais écrit ça. Vous vous en doutez, c'est pas beaucoup plus différent. Tac. J'ai 4 lignes et 5 colonnes. Et j'écris comme ça. Et grâce à ça, j'ai toutes ces variables-là.
Une première contrainte, ça va être, je mets que des 0 ou des 1 ici, d'accord? Mais quelles sont les contraintes? Chaque valise, je dois la mettre quelque part. Vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'il faut, sur chaque colonne, il faut qu'il y ait un 1. Voilà comment je vais écrire un peu comme tout à l'heure. Je peux faire une boucle for, c'est plus simple. Je vais dire for la colonne. Si vous vous rappelez pas la syntaxe du for, vous l'avez déjà vu, c'est pas trop compliqué. For call in 1, j'ai 5 colonnes, end, je dis constraint m, et ici, La somme vaut 1. oui, somme sur call virgule i selon 10, somme de x. J'écris comme ça. Faites un peu attention. C'est ça la variable i, x, d'accord? Le deuxième indice, c'est la colonne. For i in, j'ai 4 lignes, égale 1. Je ne mets pas ma tête à couper si vite, mais c'est quelque chose de cette nature-là, c'est sûr. Tac, tac, tac. Comme ça m'oblige d'avoir une valise quelque part. Ok. Chaque article dans une valise. Chaque article, oui, doit rentrer dans une des 4 valises. Ok. Après, qu'est-ce que je vais avoir? Je dois avoir une variable de sélection pour chaque valise. Est-ce que je la prends ou pas? C'est pas la même chose. Est-ce que je prends ou pas une valise? Je vais dire comme ça, M. Je l'appelle V. J'ai 4 valises binaires. Ok, question. Est-ce que je prends la valise I ou pas? Ok. Pour I, de 1 à 4. Donc comme ça, ceux qui suivent à distance peuvent voir la logique de la variable V. Ok. Je déplace peut-être ça ici parce que comme ça, vous allez avoir les données en haut. Après, il y a plusieurs manières de l'aborder. Je donne d'abord une version. Après, je vais vous laisser à compléter comme exo de TP. Si je veux écrire une contrainte juste pour la première valise, donc je vais donner une méthode plus laborieuse d'abord. Ensuite, je pouvais faire comme TP pour aller plus loin. Je peux dire, que pensez-vous si j'écris, comment je vais écrire là? Je veux écrire ça. Je veux écrire 8 fois x 1,1 plus 15 fois x 1,2 plus 9 fois x de 1,3 plus 7 fois x 1,4, vous me suivez? Plus 1 fois x 1,5 inférieur ou égal à 20. C'est ça ce que je veux. On fait un vecteur avec les poids. Et Ça va être votre question de TP. Juste après. Mais bon, vous comprenez, parce que comme ça, vous vous entraînez avec le logiciel. Mais moi, si je veux écrire ça, j'écris constraint, tac, que ça. Comprenez?
Après, je peux être, peut-être, je ne sais pas si je dois être, vous voulez que je sois un peu paresseux ou laborieux? Parce que c'est pareil pour la ligne 2, vous comprenez? Je préfère mettre ici un i. Et vous voyez ce que je fais? Là, du coup, I, c'est pour les valeurs 1 et 2. Oui. Pour les deux premières valises, j'ai ça. Pour les... Donc, après, vous allez utiliser, s'il vous plaît, c'est votre exo de TP. Vous allez utiliser des tableaux pour ne pas, ouais, au lieu de 20 ou 30, écrit en dur dans la contrainte, ce que je vous laisse faire. Ici, vous allez avoir un truc, vous allez écrire capacité, CAP, de I, ce que vous allez faire. Donc, je me permets de donner comme ça un exo de TP parce que je suis un peu en retard et je développe pas un nouveau sujet, où vous utilisez toutes les données, vous les mettez dans des tableaux. Et vous ne mettez pas dans les contraintes en dur comme ça des valeurs de kilogrammes par là, parce que vous comprenez, c'est très facile à commettre des erreurs. Okay. Avec ça, les contraintes sont satisfaites. J'ai oublié quelque chose en fait, non. Inférieur ou égal à 20 ou inférieur ou égal à 30, est-ce que c'est correct? En fait, oui, c'est une vérité. Mais, oui, je vais poser une question par la suite. Objectif, M, min, je minimise comme objectif. 20 fois V1, je paye 20 € pour la première valise. Ouais, j'écris comme ça, 20 fois V1 plus V2, d'accord? Plus 30 fois V1, pardon, V3 plus V4. L'objectif est là. Avec ça, je mets chaque article dans une des valises. Avec ça, je respecte la capacité des valises. Optimize, M, println, objective value, j'écris que ça parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Tac. Des questions, des remarques, que pensez-vous? Est-ce qu'on a tout mis? Et je vais vous dire, on n'a pas tout mis. Je vais afficher. Oui, déjà, valise, sélectionner. C'est pas complet, mais il y a une erreur que je fais exprès. Donc, je vous pose la question. Ici, j'écris value point juste pour m'afficher les valises. Juste pour V. Quelle solution ça va me renvoyer? Ça, tel que c'est écrit. Un vecteur avec que des 0 et des 1 pour signifier si on prend ou pas les valises V1, V2. Oui, et il aura intérêt à me donner la solution. Qu'est-ce qu'il va mettre dans les variables V? C'est ça qui définit le coût, en fin de compte. Non, regarde, en fait, il y a une erreur que j'ai faite. Qui voit une toute petite astuce, c'est un peu tout bête même, parce que j'ai oublié quelque chose d'important. Moi, la première fois quand j'ai oublié ça, il m'a donné passager 2 avec 2 valises. Vous allez voir ce qu'il nous donne, et après vous allez comprendre pourquoi. Je prends mon truc. Vous allez me dire pourquoi.
est-ce qu'il affiche beaucoup de choses ice parce que ça va me gêner? En silent. Ah, ok. Donc, mais là, je fais include, pas de time. Le temps n'est pas nécessaire là. Après, vous allez me dire, s'il vous plaît, comment je le mets en silent. Mais je l'exécute. Erreur d'abord. Tac, 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 à la ligne 7. 2 points node. Ah, ligne 7. Ça s'écrit pas comme ça. Ouais. Le fait de passer d'un langage à l'autre, ouais. Et j'ai 5 colonnes, mais pour I, pardon? Marqué I6, Ah, sur la droite, oui. I6, au niveau des nombres des colonnes. 5 colonnes. Supérieur à 20. Et, ouais, c'est ça. Ouais. Pardon? La ligne. Ah, bien vu, merci beaucoup. C'est 5. Moi, je l'ai pas vu. Ouais, encore une fois, une erreur qui vient du fait que je n'ai pas stocké les données dans des tableaux et je n'ai pas fait une boucle for. Merci beaucoup. On a corrigé 2 erreurs. Ça fait partie du processus pédagogique, c'est bien. Ah, pardon, j'ai mis une étoile. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il n'a rien pris. Et il m'a donné un objectif de 0. Il n'a rien payé. Ah, il faut mettre que le poids doit être obligatoirement égal à 40, quoi qu'il arrive, et que chaque article doit être pris au moins une fois, enfin, au maximum. Chaque article, il est pris exactement une fois, je l'ai là. C'est bon, chaque article, je le prends. Bah, la somme des poids des valises prises doit être égale à 40, c'est obligatoirement. Non, ça c'est naturellement, ça se fait naturellement. Donc ici j'ai la variable donc v non value de v c'est ça, la value de x c'est ça. Je le mets en int x. Pardon, int point, excusez-moi. Donc ça c'est x. Comment il a placé les valises? Il les a toutes prises. Et ça, c'est V. Mais il n'a pas pris les valises, à strictement parler. Mais il a bien mis chaque valise quelque part. Pardon, chaque article quelque part, chaque colonne. Que pensez-vous? Le problème, c'est là. Ici. Je dis que c'est inférieur à 20, c'est une vérité. Pour les 2 premières valises, ça reste une vérité. L'addition de tout ça, ça va rester inférieur à 20. Mais, qu'est-ce que j'ai oublié? Il ne faut pas que ce soit égal à 0. Ça peut être égal à 0, ça peut être... Mais où est-ce que je l'oblige à prendre une valise? La somme des contenus de chaque valise, après la distribution, on Oui. va faire exactement la somme des poids qu'on avait de tous les objets. Je crois que la somme des poids, c'était... Je peux faire comme ça, mais il y a une autre astuce. Juste, il y a une erreur ici. Une erreur rien que dans cette ligne, à droite. Quand je dis inférieur ou égal à 20, c'est sûr qu'il ne va jamais se permettre de mettre sur la première ligne un ensemble d'articles qui dépasse 20. Mais si jamais il s'amuse à mettre un seul article sur la première ligne, comment est-ce que je l'oblige à prendre la valise numéro 1? Est-ce que je l'oblige à prendre la valise numéro 1? Ça, c'est Y à 1 par V à 1. Donc, ça veut dire, si jamais ce truc-là, c'est 0, pas d'impact. Mais si jamais ce truc-là, c'est 15, ça reste inférieur à 20, d'accord? Mais si jamais ça, c'est pas 0, je dois l'obliger à prendre la valise numéro 1. Tel que c'est écrit, il n'est pas obligé de prendre la valise numéro 1 parce que je mets ici des non-zéro. On peut mettre des articles dans la valise et pas prendre la valise. Oui, D'accord. Il ne faut pas se cas de figure. non. Si jamais, sur la ligne numéro 1, j'ai un poids qui dépasse 0, je vais prendre la valise numéro 1. Et qu'est-ce que je dois faire? Bah, il doit être en V1 égale 1. Que pensez-vous si je dis fois V de I? Ça veut dire si jamais je mets rien dans la valise I,
à gauche, je vais avoir 0. Et il va se permettre de laisser VI à 0. Pas de problème. Mais si jamais il met ici un truc qui n'est pas 0, il va l'obliger à prendre VI égal à 1. Vous voyez là? Pourquoi il pourrait pas prendre VI différent de 1 mais plus grand par exemple? Il est binaire, V. Ah oui, il est binaire. Oui, je prends pas la valise. C'est ça. Donc là, et pareil ici. Et là, je redémarre. J'affiche les valises. Et j'affiche aussi les X. Article sélectionné. X. Et je relance. Non, pardon. Il a pris la première et la dernière valise. Pourquoi? Dans la première valise, il a mis ça. Ok. Il a tout mis, soit dans la première valise, soit dans la dernière. Ça peut être plus joli si je mets un int. Et je relance. Int point, pardon. Ok, c'est peut-être plus clair. Première et dernière valise sélectionnée. Dans la première valise, il met les articles 3 et 5. Et les autres les articles 1, 2 et 4 dans la dernière. Et là, il y a un lien entre les valises et les... Quoi? C'est ça la question, donc si vous voulez, c'est pas plus complexe que ça. Question des remarques, on n'a même pas 1 heure qu'il nous reste. Si vous voulez, vous pouvez faire une pause, mais faites peut-être une photo de ça, ou je la mets quelque part en ligne. Donc prenez ça si vous voulez comme trame de départ. Et après vous pouvez prendre une pause. Je peux partager ça avec vous par la suite. Mais si vous voulez, le TP qui nous reste, s'il vous plaît, je laisse la question affichée ici. Ce que je veux faire, vous l'avez déjà fait. Faites-la, s'il vous plaît, qu'avec des tableaux. Ça veut dire stocker dans un tableau les poids de valise et leur prix et tout, pour ne pas écrire des contraintes laborieuses de cette nature-là. Je veux remplacer tout ça par quelque chose genre somme. Je veux remplacer ça par somme de... Je veux écrire ça x. Un truc genre... Oui, kilogramme de i virgule j fois x de i virgule j for j in de 1 à 5. Ok, je veux inférieur à 20 fois vi. Ouais, si c'est écrit comme ça, c'est plus joli. Et le risque d'erreur comme celle que votre collègue a vu, j'ai mis un 6 ici à la place de 5, ça va diminuer. Parce que après, on va pouvoir écrire avec on aura une seule boucle for. Je veux l'écrire, si vous voulez plus vite, en une seule boucle for. Ok, donc c'est ça la question. Je veux que ça passe, et ici, au lieu de... Ici, je vais avoir capacité. Vous comprenez? Je veux écrire... Je veux écrire les contraintes comme ça. Et comme ça, le risque d'erreur va beaucoup diminuer. Mais si vous voulez, faites une petite pause
Réfléchissez, reprenez le code, et réfléchissez comment faire. Et après, il y a une autre dernière.